Madame, Monsieur, bonsoir. La justice européenne aurait-elle porté atteinte aux intérêts de ses propres pays membres? Les réactions de ces derniers en témoignent immédiatement après la décision de la Cour de justice de l'UE d'annuler les accords de pêche agricole entre le Maroc et cette même Union européenne. Les magistrats de cette Cour font ainsi fi des pourvois du Conseil européen et de la Commission européenne. D'ailleurs, et la présidente de cette commission et le chef de la diplomatie européenne ont réitéré leur attachement au principe pacta sunt servanda. Traduisez, les conventions doivent être respectées. Et en parlant de conventions, les gouvernements européens de droite comme de gauche sont unanimes. Il faut œuvrer pour préserver les acquis d'un partenariat stratégique. Et la Cour de justice européenne devrait en tenir compte, pour reprendre la déclaration du vice-président du Conseil des ministres italien. Le Maroc, pour sa part, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, exige que les institutions européennes respectent leurs engagements internationaux et garantissent la sécurité juridique nécessaire au Royaume. Le Maroc réitère également sa position constante de ne souscrire à aucun accord ou instrument juridique qui ne respecte pas son intégrité territoriale et son unité nationale. Comment une estimable institution telle que la Cour de justice de l'UE se donne le droit de parler d'une population non reconnue par les Nations Unies, pas recensée par cette même institution et non reconnue non plus par les urnes? Pour répondre à cette question et à d'autres questions relatives à cette décision du tribunal européen, ou plutôt de la Cour de justice européenne, je reçois sur le plateau le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mustafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Se joint avec nous depuis Abu Dhabi, Dr Mohamed Badil Yatioui, professeur d'études stratégiques au Collège de défense. Bonsoir, Dr Yatioui, merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour cette invitation. Bonsoir. Alors, professeur Sahimi, d'abord, un rappel des faits. Cette décision de la Cour de justice découle d'une décision du tribunal européen qui date de juillet 2021. Peut-être un rappel des faits avec vous rapidement avant qu'on passe sur le fond et la forme de ces décisions. Le contexte et le factuel, vous avez raison de le relever pour commencer. C'est d'abord un accord de pêche qui a été signé pour la période 2019-2023. Accord qui a expiré exactement le 17 juillet 2023. Exact. Si bien que depuis 15 mois maintenant, pratiquement, il n'y a plus d'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Premier point. Deuxième point, c'est un accord qui portait un certain nombre d'éléments intéressants. C'était une aide financière qui était donnée au Maroc de 208 millions de dollars sur cette période de 5 ans. Ça fait donc à peu près 52 millions d'euros par an. Et l'autorisation a été donnée à la pêche pour 125 bâtiments de pêche, dont 93 espagnols. Espagnols, oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est quand même les intérêts, la dimension économique de cet accord. Ce qui s'est passé, vous y avez fait référence, il y a eu une procédure engagée par un certain nombre de groupements que nous connaissons, qui sont hostiles au Maroc, je n'y reviens pas. Et ils ont saisi... Qui furent hostiles au Maroc. Oui, mais ils ont évolué, mais il reste encore des noyaux. Oui, il y a des noyaux activistes, vous le savez. En effet. Et donc, alors, ils ont saisi quelle institution? Il faut rappeler que dans le système judiciaire de l'Union européenne, il y a deux institutions. Il y a le tribunal de la Cour de justice européenne, qui est le premier niveau, la première instance, et il y a en appel, c'est ce dont on va parler maintenant avec l'arrêt du 4 octobre, la Cour de justice européenne. Première décision donc, la procédure judiciaire, c'est le tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne qui en juillet 2021 a décidé l'annulation des accords de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, en invoquant entre autres
qu'il manquait à ces accords, je cite, le consentement du peuple du Sahara occidental. Fin de citation. On va y revenir. Bien. Sur cette base-là, le Maroc n'est pas partie prenante, on va aussi développer ça. Il y a eu un appel interjeté par qui? Interjeté par le Conseil européen qui réunit donc les chefs d'État et de gouvernement des 27 membres de l'Union européenne et la Commission européenne qui est l'organe donc exécutif de cette Union européenne. Il y a eu deux pourvois en appel en décembre 2021 et c'est sur la base de c'est-à-dire que ce n'est pas le Maroc qui a fait appel. Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez raison de relever. En faisant simple, hein, n'est-ce pas? Et c'est sur la base de ces deux pourvois en appel qu'il y a eu cet arrêt du 4 octobre dernier. Il y a eu entre-temps, le 23 mars, un rapport de l'avocat général qui présente les conclusions. Et puis la Cour s'est réunie, elle a décidé, donc la Cour qui comprend 27 membres, on va y revenir peut-être, c'est-à-dire un membre pour chacun des États membres de l'UE. Et c'est sur ce plan-là, donc, qu'il y a eu cette décision avec la réaction marocaine que vous avez évoquée. Sur ce plan-là, la réaction marocaine est On y viendra après. On va y venir, bien, oui. parfait. D'abord, je vais aller encore plus dans le détail avec vous sur cette décision, sur le processus qui a précédé cette décision, le fond d'abord, et aussi la forme. Est-ce qu'il y a des failles aujourd'hui comme d'ailleurs l'a été soulevé par les autorités marocaines, il y a certaines failles dans la forme de cette décision, professeur Srimi, le juriste que vous êtes. D'abord, sur la forme, mais c'est en même temps le fond. Oui. La juridiction européenne, la Cour de justice européenne, attribue un statut inexact au mouvement séparatiste, en disant c'est le représentant, elle considère que c'est le représentant du peuple sahraoui, ce qui est faux. Au nom de quoi? C'est quelque chose d'inacceptable. C'est tellement vrai, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre sujet de présentation, que ce mouvement séparatiste n'est reconnu nulle part, à part évidemment ce qui s'est passé au sein de l'Union africaine, vous le savez, en 1984. C'est une entité qui n'est représentée ni au sein des Nations Unies, ni au sein de la Ligue arabe, ni à l'Organisation de la coopération islamique, ni ailleurs. Donc c'est une entité fantoche et c'est une composante, dira-t-on peut-être, d'un mouvement séparatiste. En tout cas, elle est représentée dans une institution, c'est l'Union africaine. Oui, bon, c'est un autre sujet, on ne va pas y revenir aujourd'hui. Oui, mais c'est dans des conditions connues. Dans des conditions dans les années 80. Voilà. Premier point. Deuxième point, la réalité démographique. Cette institution considère ceci. Elle a un credo de départ, un prérequis. Et la population du Sahara n'a pas été consultée. Et pour elle, le fait d'avoir consulté, comme le dit le Maroc, le soutien à bon droit, les habitants des provinces sahariennes, pour elle, n'est pas recevable. C'est un déni des réalités démographiques. Savez-vous combien il y a d'habitants dans les provinces sahariennes aujourd'hui? 600 000. Savez-vous combien il y a de réfugiés d'origine saharienne dans les camps de Tindouf? Il y en a moins de 10 000. On le sait. Parce qu'il y a des réfugiés tchadiens, maliens, mauritaniens, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Algérie refuse le recensement, contrairement à en violation des résolutions du Conseil de sécurité, parce que faire le recensement, c'est établir le fait qu'il n'y a que 10 000, 12 000 habitants qui sont originaires des provinces sahariennes. Voilà le nœud de la question et on ne le dit pas souvent. Troisième point, si vous le permettez, toujours sur le volet de la procédure, il y a aussi cette réaction marocaine qui rappelle que le Maroc n'a pas pris part à ce processus. Vous avez raison de le relever. Que signifie cela dans vraiment les processus juridiques, purement juridiques? Vous savez, dans les procédures judiciaires, il y a le fait que vous soyez partie ou pas. C'est-à-dire que vous êtes dans le lien d'instance ou pas. Il y a un procès entre A et B. C n'est pas partie prenante et donc ne peut pas intervenir dans cette procédure. C'est pour ça que je simplifie. En l'espèce, c'est une procédure qui a été diligentée où?
actionné au niveau de la Cour européenne, de justice européenne. Par qui? Par deux parties européennes, le Conseil européen que j'ai évoqué et la Commission européenne. C'est une procédure où le Maroc n'était pas partie prenante, et d'ailleurs il n'est pas intervenu. Il n'est pas intervenu parce qu'il ne pouvait pas intervenir, puisque la procédure est une procédure fermée et limitée aux deux parties que je viens d'indiquer. Peut-être un complément d'information, Mohamed Badili Atioui, sur cette question de fond et de forme, sur cette procédure judiciaire et aussi, surtout, par rapport à la position du Maroc. Non, je pense que le professeur Srimi a très bien expliqué la situation. Maintenant, il y a un élément qui est assez clair, c'est qu'on voit qu'il y a une politisation de la justice européenne qui pose un certain nombre de problèmes, puisque les magistrats de la Cour de justice, qui font à la fois office d'appel et de cassation, ont clairement politisé les enjeux de la discussion et du débat, alors que à la base, on parle d'une question purement juridique qui est liée à un accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Ça pose un problème de sécurité juridique pour le Royaume du Maroc et ça pose un problème vraiment assez profond, qui est celui du respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté sur les provinces du Sud. Et on voit là que la méconnaissance historique, politique et juridique de la question autour de ce conflit artificiel pose un problème, puisqu'on a des magistrats qui se sont auto-attribués en fait une compétence qui n'est pas la leur, qui est celle de décider qui représente cette partie du territoire marocain. Et mis à part l'État marocain et les institutions constitutionnelles et légitimes, je ne vois pas de quel droit l'Union européenne, à travers de sa Cour de justice, se permet ce droit-là. Ce qui est un vrai problème. Il y a une dissonance quand même au sein des organes de l'Union européenne, clairement. Quand on voit la décision du tribunal européen, ensuite le pourvoi de la Commission et du Conseil, comme vient de l'expliquer le professeur Srimi, et là, cette décision du tribunal européen. Donc, il y a un problème, on accorde très mal les violons au sein de toutes ces institutions réunies autour des 27. Bien sûr, alors il y a un problème, c'est ce que j'allais dire. Les organes de l'Union européenne sont en contradiction les uns avec les autres. On voit que le Conseil et la Commission ont un avis très différent de ce qui a été décidé par la Cour de justice et même par le tribunal. Et il faut revenir aussi à ce qu'a précisé l'avocate générale il y a quelques mois. Il y a un peu plus de 8 mois maintenant, il me semble. L'avocate générale avait rejeté finalement la possibilité pour les séparatistes d'être les représentants d'un peuple sahraoui. Ce qui pose un certain nombre de problèmes assez profonds, je reviens là-dessus et j'insiste là-dessus, c'est que le Maroc a besoin de partenaires, j'ai envie de dire, fiables pour sécuriser son commerce et les enjeux afférents. Et l'autre problème aussi, c'est un problème de fond au sein de l'Union européenne, c'est la politisation de la justice européenne. Et ça, c'est un véritable problème puisque seules les Nations unies sont habilitées à parler finalement de ce cas qui est celui du Sahara marocain. Et on voit que les dernières résolutions, depuis maintenant un certain nombre d'années, sont clairement favorables au Royaume du Maroc et en contradiction avec ce que la Cour de justice a affirmé dans son arrêt du 4 octobre. Mohamed Badili Atioui, même quand vous dites qu'il y a contradiction aussi, parce que on le voit, plusieurs pays européens, bon, la Commission, à travers par la voix de sa présidente, Ursula von der Leyen, s'est exprimée, José Borrell, pareil. Donc là, on a la Commission et la diplomatie. Il y a aussi les pays. Plusieurs pays se sont exprimés. Et on peut quand même en déduire que les pays ne sont pas d'accord. Les pays membres de l'Union européenne ne sont pas d'accord avec la décision de leur propre Cour de justice. Il y a quand même un grand point d'interrogation sur je ne dirais pas la légitimité, mais quand même sur qui représente finalement ce tribunal européen. Il représente quel pays membre au final? Alors, c'est un véritable problème, parce que comme vous l'avez dit, durant tout le week-end, on avait un certain nombre d'États membres de l'Union affirmer le caractère stratégique de nos relations avec le Royaume du Maroc. Et ça, on a vu des pays très différents, ça va du Portugal à la Belgique, de la France à l'Espagne, etc. Donc, on avait un grand nombre de pays qui a clairement affirmé, qui prenaient note, bien évidemment, de l'arrêt de la Cour, mais qui souhaitaient maintenir et renforcer le partenariat
stratégique avec le Royaume. Donc tout cela prouve qu'il y a des dissonances, tout cela prouve aussi que la complexité de la construction européenne, comme elle s'est faite depuis maintenant 60-70 ans, est toujours aussi complexe et que l'Union européenne doit faire face à ces contradictions, notamment sur ce dossier-là. Et les États, eux, voient la crédibilité du Maroc et aussi le sérieux du Maroc sur tout un tas de dossiers et le fait que finalement, on ne peut pas laisser les juges politiser de cette façon-là la justice et mettre à mal finalement une relation très importante avec un partenaire méditerranéen qui est un partenaire clé pour l'Union européenne sur tout un tas de dossiers. Donc ces éléments-là mis bout à bout prouvent que déjà il y a un problème entre les États et la justice européenne et il y a aussi un problème entre l'exécutif européen et la justice européenne. Donc l'ensemble de ces éléments-là font qu'on est dans un flou, j'ai envie de dire un flou juridique et un flou artistique en tout cas. Oui, du coup, le fond et la forme de la procédure, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, professeur Srimi. Sur ce point, si vous le permettez, deux observations au moins. La première, vous avez fait référence à la Cour de justice, européenne. C'est une institution qui est formée, j'ai dit tout à l'heure, de 27 membres. Chaque État membre a un représentant au sein de cette institution. Le problème que vous relevez, c'est le décalage entre l'arrêt rendu par cette institution, la Cour de justice européenne, et les positions majoritaires, sinon largement majoritaires, des 27 membres de l'UE. C'est ça. Alors, ça tient à quoi? Ça tient au fait qu'il y a des problèmes de réglage. Il y a des problèmes oui, il y a des problèmes de réglage entre, précisément, au sein du système de l'Union européenne, entre les nouvelles institutions. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des élections, il y a 4 mois, des élections européennes extrêmement importantes. Au Parlement. Au Parlement des eurodéputés. Il y a eu une recomposition, malgré tout, des forces politiques au sein du Parlement européen. Non, mais on voit que les réactions, elles viennent des deux bords. C'est-à-dire, quand on voit la réaction, par exemple, je prends 2 pays au hasard, l'Espagne et l'Italie, ce sont 2 pays qui représentent la gauche et la droite. Donc là, si vous parlez de politisation finalement de cette décision, là, on voit que la gauche et la droite sont d'accord pour maintenir, préserver, renforcer le partenariat. Et pour le coup, bilatéral, c'est un peu implicite. Ça prouve que les positions de principe de l'Union européenne, pour ce qui est de son partenariat privilégié avec le Maroc, Oui. n'imprime pas la doctrine et les positions de la Cour de justice. Plus encore, je vais être moins diplomate avec cette Cour de justice. Elle ne respecte pas le droit international, il faut bien le dire. Pourquoi? Elle ne respecte pas 2 principes du droit international. Elle est chargée d'appliquer le droit communautaire, évidemment, mais lequel droit communautaire est une composante, évidemment, avec un référentiel qui est le droit international. Le premier principe, c'est qu'elle s'octroie. Elle s'octroie un privilège exorbitant de compétences qui ne lui appartient pas. En ce sens qu'il y a ceci, elle dit qu'il y a le fait que l'accord signé entre l'Union européenne et le Maroc doit avoir des effets ailleurs. Or, c'est un principe constant du droit international public que les traités ont un effet relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je donne mon exemple, il y a un traité entre un pays A et un pays B, les effets, c'est entre les pays A et les pays B, mais pas contre des pays tiers. Ouais. C'est fondamental. Deuxième interpellation de cette juridiction, c'est qu'en toute hypothèse, prévaut le droit international. Et le droit international qui n'a pas été respecté. Troisième point également lié à cela, la préservation de la souveraineté nationale. Or, à l'espèce, elle ne respecte pas la souveraineté nationale. Et c'est pour ça qu'il y a une interrogation pour finir pour cet arrêt. Cet arrêt, il est contraignant. Il faut le rappeler, nous faisons du droit. Il est contraignant pour les structures de l'Union européenne. Mais il n'est pas exécutoire. Pourquoi? Parce que la Cour de justice européenne n'a pas les moyens exécutoires d'appliquer cela. Et c'est pour ça que ce dossier va revenir au niveau donc des instances de direction de l'Union européenne. J'ajoute un dernier point pour relever l'embarras et l'ambiguïté de cette Cour de justice, c'est qu'elle a accordé un délai d'1 an
pour appliquer cette décision. Ça prouve bien qu'elle n'était pas à l'aise pour prendre cet arrêt-là. Parce que où le droit est applicable, il est applicable avec effet immédiat, où il n'est pas applicable parce qu'évidemment c'est vicié à la base, et là il y a cette sortie d'un mois, c'est ce qui nuit à la crédibilité de cette institution judiciaire. En tout cas, ce qui est constant, c'est cette position du Maroc avec ses partenaires, que ce soit des partenaires multilatéraux comme le groupe des 27, l'Union européenne, ou bilatéraux. Il n'est pas question de faire un quelconque accord, de concrétiser un quelconque partenariat sans que la partie en face n'adhère à la souveraineté nationale. Professeur Mohamed Badiliati, oui, justement sur cette question et sur l'avenir finalement du multilatéralisme. Bon, je vais élargir un peu le spectre de ce débat et le bilatéralisme qui s'impose par lui-même. Et là, nous avons un cas concret avec ce qui se passe avec cette Cour de justice européenne. Oui, clairement. Alors, on voit qu'il y a un multilatéralisme qui est un peu partout, souffre finalement de ses contradictions, parfois de sa complexité, bien qu'il soit nécessaire. On a besoin, dans un monde aussi complexe et avec autant d'enjeux différents d'un point de vue économique, politique, sécuritaire, etc. On a besoin de multilatéralisme. Le problème, c'est qu'on doit réinventer des mécanismes multilatéraux, que ce soit au niveau international, on pense aux Nations Unies, et la possibilité de résoudre, en tout cas trouver des solutions pour résoudre des conflits. On pense notamment à l'Ukraine, à Gaza, au Liban, etc. Et sur les questions commerciales aussi, on voit que le multilatéralisme, notamment au sein de l'Organisation mondiale du commerce, souffre depuis un certain nombre d'années de conflits politiques ou géopolitiques entre des grandes puissances. Je pense notamment aux États-Unis et à la Chine. Donc on voit que partout, le multilatéralisme souffre, il est fragmenté, tout comme la mondialisation finalement, et on a un besoin urgent un peu partout de recréer de nouvelles dynamiques en matière de multilatéralisme, puisqu'en attendant, le seul moyen de continuer à fonctionner efficacement et de façon pragmatique, ça reste les relations bilatérales, ce qui est à la base à la fois du droit international et des relations internationales. C'est comme ça que tout a commencé au final. Donc on voit qu'on est dans cet entre-deux et j'ai envie de dire l'avantage quelque part avec l'Union européenne au milieu de tout ce flou, c'est le fait que les États membres de l'UE soient clairement dans une situation pragmatique, une situation réaliste, conscients de l'importance de leurs relations stratégiques avec le Royaume et peut-être avancer sur des questions au niveau bilatéral, sur tout un tas de questions commerciales et peut-être renégocier des accords ciblés à ce moment-là sur un certain nombre de secteurs pour une durée bien évidemment limitée afin de favoriser les échanges commerciaux, favoriser aussi les investissements, qui est une autre question importante pour le Royaume, tout en bien évidemment privilégiant et mettant en avant la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume, tout comme Sa Majesté le Roi avait bien insisté dessus lors d'une fête du trône assez récente. Donc ces éléments-là conjugués doivent être finalement une feuille de route pour à la fois les Marocains, mais aussi et surtout les Européens qui doivent comprendre que ce conflit artificiel n'a que trop duré, malheureusement. Oui, alors la suite, professeur Srimi, en une minute. En une minute. Oui, la suite, je vais après résumer, cette décision. Je vais résumer en une minute. 1, le Maroc ne tend pas la main. 2, le Maroc ne va pas ramper. 3, le Maroc a une diplomatie avec beaucoup de détermination, de clairvoyance. 4, nous avons des mesures alternatives, c'est-à-dire nous sommes prêts à un accord bilatéral révisé, mais sur la base des principes que vous avez évoqués, le respect de l'intégrité territoriale. Nous avons une autre option, c'est des partenariats avec d'autres pays. Je vous signale qu'il y a un accord qui a été signé avec la Russie, incluant les provinces sahariennes. Il y a également un autre accord avec le Japon. Il y a également des entretiens avec la Chine. Donc nous sommes parfaitement à l'aise pour la valorisation de nos ressources. Enfin, dernier point. On n'est certainement pas perdants parce que nous détenons la ressource. Ben oui, nous avons la ressource. Et à quelque chose malheureux, bon, si je puis dire, ça va nous pousser à promouvoir davantage
les capacités de pêche locales. C'est d'ailleurs l'une des stratégies du modèle de développement, notamment dans les provinces du Sud. Et notamment avec cette stratégie atlantique, cette vision atlantique tout à fait. qui a été initiée, rappelons-le, par le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et c'est d'avoir cette flotte maritime qui puisse permettre de développer... C'est stimulant pour une économie Absolument. maritime et finalement, on va en tirer les conclusions. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Il y a vous. beaucoup à dire, mais très peu de temps pour tout développer. Merci encore une fois d'avoir simplifié et de faire beaucoup de pédagogie, parce que c'est des sujets quand même très techniques quand il s'agit de juridique. Je réitère mes remerciements aussi pour l'excellente analyse, Mohamed Badil Yatioui, que vous avez partagée avec nous ce soir. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.